On va accueillir ensemble notre premier speaker pour les tendances qui nous attendent pour les prochains mois. Thomas Husson, donc, qui nous rejoint sur scène. On peut l'applaudir, Thomas, de Forrester, pour voir donc, le marketing digital, comment il va devenir durable, comment il va-t-il devenir durable donc, ce marketing digital. Thomas, les annonceurs redéfinissent leurs priorités, on voit ça avec vous. Thomas Husson, donc, vous êtes le VP et Principal Analyst de Forrester Research. C'est parti. Bonne présentation, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Sébastien et puis merci à Nicolas et à toute l'équipe de m'inviter pour faire l'ouverture de cette première conférence. Je suis très honoré et mon job ça va être de vous donner, de mettre en perspective un certain nombre de tendances que vous allez creuser finalement pendant toute la journée et puis partager avec vous les prévisions et les prédictions de Forrester. Forrester qui est un cabinet indépendant entre la marque et l'ensemble de ses prestataires. Alors, 2023, moi ça fera 30 ans que j'étudie, que je pratique, que j'analyse le marketing. Et évidemment, il y a eu beaucoup de changements en 30 ans, en particulier avec le digital. L'art et la science du marketing a beaucoup évolué. Et on peut se poser la question aujourd'hui avec le marketing durable, est-ce qu'on n'est pas sur un nouveau changement de paradigme et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes? C'est-à-dire que les gens qui connaissent mal le marketing ont tendance à résumer ça à la pub, à la promo et à dire finalement c'est créer des besoins qu'on n'a pas et c'est fait pour vendre plus de produits et donc c'est pas compatible avec la finitude des ressources. Alors, je pense que c'est un peu simpliste, c'est pas tout à fait vrai, et qu'en fait, dans le marketing, depuis 30 ans, il y a des constantes. Il y en a 3, et elles ne changent pas fondamentalement, et je ne pense pas qu'elles changent fondamentalement beaucoup dans les années qui viennent. La première, c'est que le marketing, c'est d'abord et avant tout la science, l'art et la science du comportement des consommateurs, la compréhension de leurs attitudes, de leur psychologie, de leurs émotions, mais aussi de la société dans laquelle ils s'inscrivent. La deuxième tendance, c'est que le marketing, c'est finalement créer de la valeur pour le client évidemment, mais aussi pour la marque en se différenciant des concurrents. Et puis le troisième pilier, c'est que c'est finalement délivrer cette promesse de marque, et c'est tout simplement ce qu'on appelle l'expérience client. Sauf que, évidemment, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui parce que ça a été évoqué en introduction. Les consommateurs, ils sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus défiants. Vous avez aujourd'hui seulement un consommateur sur 4 en France qui dit faire confiance aux marques quand elles s'engagent à réduire le changement climatique. Vous en avez plus de la moitié qui disent être méfiants ou ne pas faire confiance, penser que les marques les trompent quand ils communiquent sur leurs initiatives vertes. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'il y ait 3/4 des marketeurs, des directeurs marketing, qui soient un peu paralysés et qui se disent finalement, je ne vais pas communiquer dessus parce que j'ai peur du greenwashing, ou ce que résume très bien Tom Fishburne dans ses dessins. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder The Marketonist. Ils ont peur de passer au bullshit detector. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les consommateurs sont plus exigeants, mais ils sont aussi plus polarisés. Vous avez une minorité aujourd'hui de consommateurs qui peuvent se permettre de payer une prime pour des produits plus verts, plus éthiques, plus responsables, et puis une grande majorité qui aimerait bien, mais qui ne peuvent pas forcément étant donné le contexte actuel, et en particulier l'inflation qui augmente. Et donc du coup, ça crée finalement des difficultés pour les dirigeants qui, en période de crise, parce qu'on est quand même dans un environnement récessionniste, on ne va pas se raconter d'histoire, ne savent pas forcément quoi faire et gèlent souvent leurs décisions d'investissement. Je reviens toujours à mon ami Tom Fishburne. Ce petit dessin, il n'est pas récent, en fait, il date de la crise financière de 2008. Et quand on ne sait pas, on a tendance à couper dans les budgets marketing, dans les budgets pub. C'est évidemment une erreur. Mais c'est souvent ce qui se passe parce que quand on ne sait pas trop mesurer ce qui est plus long terme, le brand building, ce qui est lié à l'expérience client, à la fidélité, on coupe. Alors parfois on a raison de couper. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels il faut innover, il faut tester. Le métavers par exemple, vous allez en parler tout à l'heure, mais c'est pour moi une non-tendance l'année prochaine en termes d'investissement. Évidemment qu'il faut tester si on est dans le luxe, si on est dans la formation.
mais c'est un non-sujet en termes de priorité, je pense, d'investissement pour les marques. Il va falloir investir davantage dans la fidélité, dans l'expérience client, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on va sur le court terme, sur la performance. Et c'est pour ça qu'on pense que l'année prochaine, il y aura plus d'un directeur marketing sur 2 qui sera nommé, qui aura un profil justement performance marketing et pas tellement brand building, expérience client ou fidélité. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais malheureusement, c'est ce qui risque de se passer. Et finalement, ça ne veut pas dire que le marché va se contracter. Si on regarde le marché publicitaire américain, sur le digital notamment, qui est plus mature, nous, on estime qu'il va y avoir, certes, une décélération du marché, mais toujours une croissance. C'est-à-dire que, grosso modo, on va passer de 10% de croissance cette année à entre 4,5% et 5% en 2023. Et que cette croissance, elle va être tirée justement par le digital. Parce que le digital permet de mieux mesurer, permet de mieux cibler et permet aussi d'être plus flexible, plus agile. Et ça va être tiré par quoi? Par les canaux qui font justement de la performance. Donc moins effectivement les médias sociaux, moins Snap, moins Twitter, moins Meta, mais davantage le search et davantage le retail média qui va exploser. On estime que rien qu'aux États-Unis, le marché va plus que doubler entre 2021 et 2024. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous parles de publicité alors qu'au final, on a dit que la pub, c'était qu'une petite partie du marketing. Donc je vais prendre quelques instants pour partager avec vous 5 tendances un peu plus larges autour du marketing et de l'expérience client. La première, c'est qu'on pense que les dépenses MarTech vont augmenter de l'ordre de 20%. Je sais que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché qui est encore assez fragmenté, avec beaucoup de solutions spécialisées, par verticale, par canaux, sur le mobile, des CDP, etc., qu'il va falloir intégrer dans une logique best of breed, avec des coûts d'intégration. Et puis on est sur des acteurs qui sont assez fragiles, qui vont avoir du mal à se financer auprès des investisseurs l'année prochaine, et les investisseurs, ils vont demander un retour sur investissement. Donc ils vont faire quoi? Ils vont augmenter leur prix et augmenter le coût des licences. La deuxième tendance, c'est qu'il y a 2 marques, selon nous, assez emblématiques, qui risquent de souffrir de cette haute tendance MarTech que sont les data clean rooms, parce qu'elles n'auront pas suffisamment anticipé les problèmes de gouvernance de la data et de respect de la vie privée. Et sur l'expérience client au sens large, nous, on estime que ceux qui maîtrisent bien l'expérience client, et notamment son retour sur investissement, ceux qui comprennent que c'est une discipline d'entreprise transverse, ils vont surperformer, et ils seront à peu près 10%. Et à l'inverse, vous avez une entreprise sur 5 qui risque de voir ses programmes, ses initiatives d'expérience client disparaître ou fusionner avec d'autres, c'est-à-dire être moins transverses dans l'entreprise et ne pas nécessairement rapporter au comité de direction. Pourquoi? Les clients sont plus exigeants, je le disais, mais il y a aussi finalement un manque de compétences internes pour modéliser le retour sur investissement de l'expérience client, mais aussi pour orchestrer les parcours clients avec un manque de compétences sur les aspects design. Et donc c'est pour ça qu'on s'attend finalement à ce que dans 3/4 des industries, la perception de l'expérience client s'érode l'année prochaine. Alors là, jusque-là, j'ai beaucoup parlé de tendance marketing, de digital, et on sait que le digital a profondément transformé, le mobile aussi, nos vies, nos façons de travailler. Et on ne se rend pas toujours compte, quand on est en plein milieu d'une révolution, qu'elle a déjà commencé. Et cette révolution, c'est ce que chez Forrester, on appelle la révolution verte. C'est quoi? C'est de dire, finalement, ce n'est pas un enjeu, le marketing durable, de philanthropie, de responsabilité, d'éthique. C'est un enjeu d'innovation, c'est un enjeu de disruption, et tout un chacun ici dans cette salle, que vous le vouliez ou non, que vous soyez forcé ou non, vous allez devoir changer vos comportements, vous allez devoir changer ce que vous mangez, vous allez devoir changer la façon dont vous vous déplacez, l'énergie qu'on consomme. Et nous, on pense que c'est une opportunité business pour les entreprises, c'est ça qui va les faire bouger d'ailleurs, plus que l'éthique ou la responsabilité, parce que ça va changer les modèles économiques et parce que finalement, c'est quelque chose qui va devoir être intégré et transformer radicalement les entreprises. C'est bien joli de redéfinir sa mission, de vouloir devenir Bicorp, entreprise à mission, et de faire des jolis papiers brochés en communication corporate. Mais l'enjeu, c'est d'abord de modifier le modèle économique qui va avec, et puis c'est évidemment d'activer cette vision, cette mission, ce purpose dans les parcours clients, au quotidien, et aussi dans les parcours collaborateurs. Parce que c'est comme ça qu'on va acquérir et fidéliser les clients, et qu'on va délivrer une bonne expérience client. Et pas que client.
évidemment avec l'ensemble des parties prenantes, aussi en particulier les fournisseurs et les prestataires, les agences, les cabinets de conseil, les fournisseurs qui vont devoir finalement s'aligner sur cette vision. Et puis l'enjeu, ça va être, exactement comme avec le digital, ça va être d'intégrer la sustainability partout, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et évidemment, et pas uniquement, heureusement, au cœur du marketing. Et ça veut dire pas simplement qu'il va falloir décarboner la fonction marketing. Évidemment qu'il faut arrêter d'envoyer des équipes de 20 personnes faire des shoots vidéo pour une pub de 10 secondes en Afrique du Sud. Évidemment qu'il faut mesurer la capacité et la perdition de carbone et de rentabilité sur le digital média, comme l'a fait Ebiquity avec Scope 3 il y a quelques jours. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un tout petit bout du problème. La réalité, c'est quel est le mix marketing, produit et offre que ces publicités vont pousser. Quel est l'impact carbone de tout ça, entre guillemets. Et pas que l'impact carbone, d'ailleurs. Et ça va supposer un changement d'état d'esprit et un changement de paradigme pour les marketeurs. Pourquoi ? Parce qu'on passe finalement, et on est en transition, ça va se faire dans les années qui viennent, et quand je parlais de révolution tout à l'heure et que je comparais ça à la révolution industrielle des 19e et 18e siècles, c'est que ces révolutions-là, elles ont eu lieu sur plusieurs dizaines d'années. Là, la différence, c'est qu'on a un petit peu moins de temps en raison de l'urgence climatique, et ce sera d'ailleurs débattu tout à l'heure avec notamment Publicis, Orange et Nestlé. Mais on est dans un changement de paradigme parce qu'on passe finalement d'une logique d'un actionnariat à court terme, qui est la règle aujourd'hui, on ne va pas se raconter d'histoire, à une approche des parties prenantes avec des nouvelles normes qui commencent à être mises en place, en particulier au niveau européen. On passe d'une logique de consommation, voire de surconsommation, à une approche de frugalité et finalement de sobriété, terme qu'on entend beaucoup ces derniers mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le rôle du marketeur d'aider les consommateurs à consommer différemment, à consommer mieux. Parce qu'on va passer progressivement d'une économie linéaire à une économie circulaire, d'une logique de possession à une logique d'usage, et finalement d'une approche de l'engagement à une notion de confiance qui est la clé de l'économie et de la transformation durable. Et ça va être difficile à faire, on ne va pas se mentir, le digital est déjà difficile à maîtriser, mais on pense que les fondements ne vont pas changer. C'est-à-dire qu'on va rester à ce que je disais tout à l'heure, les fameux 3 piliers. C'est d'abord la compréhension fine des consommateurs et de la société, c'est l'activation finalement de la marque à travers la promesse client, et puis c'est évidemment la maîtrise des nouvelles compétences. La data, la technologie, le digital, et évidemment au cœur de tout ça la créativité. Mais il y a 6 leviers qui nous paraissent extrêmement importants et qu'il va falloir mieux maîtriser. Le premier, c'est cette notion de purpose, de mission. Quel est l'ADN de l'entreprise, quelle est sa culture, et comment je fais évoluer le modèle économique pour activer, encore une fois, j'insiste, cette notion dans les parcours clients et dans les parcours collaborateurs. Ça suppose de faire évoluer les offres. Ça suppose une nouvelle définition de la proposition de valeur. Et donc de mesurer, pas simplement l'impact carbone, mais aussi l'impact sur l'eau, sur la biodiversité, de l'ensemble des offres. Ce que commencent à faire des acteurs plutôt bien d'ailleurs. L'Oréal, ils ont un outil qui s'appelle SPOT, Sustainability Product Optimization Tool, qui mesure ça. Aujourd'hui, plus dans des logiques de communication, de transparence, que réellement comme un facteur de décision pour faire évoluer les offres. Mais ça va venir. Même chose sur la notion d'éco-design. C'est extrêmement clé de concevoir des offres sustainable dès le départ. IKEA le fait plutôt bien. Ça, ce sont 3 piliers importants. Mais vous avez 3 autres piliers clés. La co-création avec les parties prenantes et aussi avec les fournisseurs qui vont devoir s'aligner sur la vision. La science cognitive, comprendre l'émotion du consommateur, sa frustration, sa dissonance cognitive, son éco-anxiété pour l'aider au quotidien et passer d'une certaine façon du storytelling qu'il va falloir réimaginer. On aura Irène Grenet à la fin de la journée qui va nous parler des nouveaux rêves de la publicité. Mais il va falloir vendre autre chose que, entre guillemets, un avenir sombre. Il y a une promesse à changer, finalement. Il y a un côté vertueux à la publicité qui fait partie de la culture des sociétés. À changer ce storytelling et à passer au story making, voire au story living, c'est-à-dire donner des solutions concrètes aux consommateurs dans le quotidien pour qu'ils puissent avoir un mode de vie plus durable.
Voilà, je vois que le compteur s'est affiché à 0 à l'instant, donc je vais juste résumer les 3 points que je voudrais que vous ayez en tête pendant toute cette journée. Le premier, c'est qu'on est dans un contexte très volatile, avec une économie qui va très probablement rentrer en récession dans beaucoup de pays européens, et donc par conséquent probablement en France. Et donc, les directeurs marketing, ils vont jouer la sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. L'enjeu, ça va être quand même beaucoup de prendre des risques, d'être audacieux et de garder le cap sur le moyen terme et l'expérience client. Le digital, c'est quand même ce qui va permettre de garder la croissance, en particulier du marché publicitaire, parce que c'est plus mesurable, c'est plus ciblé et c'est plus flexible, et on a besoin d'agilité en ce moment. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette révolution verte, elle a commencé. C'est pas un enjeu de philanthropie, c'est pas un enjeu de responsabilité, c'est aussi un enjeu business, parce qu'il faut changer les modèles économiques, et que c'est dès aujourd'hui qu'il faut anticiper le marketing durable. Je vous remercie infiniment pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne journée.